outil pour les mécanismes d'apprentissage, c'est la mise en jeu de la question de la motivation. On a évoqué ce problème de la motivation à apprendre. La motivation, elle peut être intrinsèque. On a évoqué hier, M. Alvarez a évoqué la notion de flow, c'est-à-dire cette idée que l'activité d'apprentissage est en elle-même satisfaisante. Donc finalement, elle fonctionne un peu comme un jeu, c'est-à-dire qu'elle a cette gratuité du jeu qui fait que, je sais pas, résoudre une équation provoque en soi-même un plaisir qui amène à vouloir résoudre d'autres équations et à apprendre petit à petit les mathématiques. Et il y a des motivations de type extrinsèque qui sont là aussi mises en jeu dans les jeux, c'est-à-dire qu'on appâte en quelque sorte les apprenants par une situation de jeu et on les emmène en quelque sorte vers une situation de travail, mais avec toujours ce problème méthodologique de la tension entre l'utile et le futile, le jeu et le sérieux. Donc le phénomène communautaire, au fond, c'est une de ces motivations extrinsèques, c'est-à-dire que les gens se retrouvent ensemble parce qu'ils ont du plaisir à se trouver dans ces espaces-là. Ils discutent, ils collaborent, ils produisent parfois des connaissances ensemble. Wikipédia est un bon exemple de communauté virtuelle collaborative où on produit de la connaissance. Et ils produisent également des sentiments, il y a des liens d'amitié qui se tissent petit à petit et qui fidélisent aussi les gens à l'intérieur de ces espaces. Cette fidélisation, elle va être également importante pour les mécanismes d'apprentissage, notamment dans des matières où on a besoin au fond que les gens reviennent et retravaillent. Et c'est le cas en particulier de matières comme les langues. Alors, autre élément important, des temps de connexion très importants. C'est-à-dire que ce que génère, l'une des particularités de ces jeux, c'est qu'ils sont chronophages. Une étude de 2002 de l'IDAT, donc, qui est un institut de Montpellier, a montré que les joueurs dans ces jeux massivement multijoueurs passent en moyenne 22 heures par semaine à jouer. Donc c'est du temps de connexion, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire des choses en même temps. Mais on voit bien, et alors les hardcore gamers, eux, sont à 35 heures par semaine, c'est-à-dire c'est quasiment une deuxième vie à l'intérieur du jeu. Et là aussi, l'idée, c'est d'utiliser un petit peu cette addiction au jeu pour l'amener vers une situation d'apprentissage. Des retombées didactiques indirectes, c'est-à-dire que on est dans une situation où, dans le jeu, on ne cherche pas forcément à apprendre quelque chose, mais il se trouve qu'on apprend quelque chose. Je l'ai en particulier plus étudié dans une communauté qui tournait autour d'une chasse au trésor, qui avait généré un forum de discussion. Quand le trésor n'est pas trouvé, et en l'occurrence c'est une chasse au trésor dont le trésor est enfui depuis 16 ans et qui a généré des fils de discussion sur un forum qui sont énormes, les gens finissent par devoir se documenter, approfondir leurs connaissances dans des secteurs de l'histoire, des langues, de l'histoire des sciences, etc. Et à le faire partager bien sûr aux autres membres sur le forum. Et donc il y a là aussi des mécanismes d'apprentissage qui sont des retombées didactiques indirectes qu'on va essayer d'utiliser. Alors le concept, parlons-en un petit peu. Donc il s'agit de répondre à un besoin pédagogique. Le premier, c'est l'évolution des publics d'apprenants. On sait que les apprenants d'aujourd'hui sont plus ceux d'il y a une génération, c'est-à-dire que la nature de l'effort consenti au travail n'est pas la même que celle qui était ce qu'on nous demandait au fond quand moi j'étais à l'école. Les jeunes zappent plus facilement d'un objet à un autre. L'école n'est plus le lieu qui va garantir automatiquement par le diplôme qu'on va obtenir un boulot à la fin. Donc il y a un désenchantement aussi de ce lieu institutionnel. Il y a également une extension du nombre des apprenants, c'est-à-dire qu'on est passé d'une école élitiste il y a 2 générations de cela à l'université de masse. Et le résultat, c'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes méthodes lorsque, au fond, il y a une très forte demande pour assister à des cours et obtenir des diplômes, et lorsqu'on est au contraire dans une situation où, au fond, les gens viennent, passent, se disent « bon, ça ne m'intéresse pas, je repars ». Il faut inventer
des pédagogies qui sont plus attrayantes. Deuxième élément dans le domaine qui nous intéresse ici, qui sont les langues, c'est le cadre européen de référence des langues, qui encourage de plus en plus les méthodes qui sont des méthodes interactives et d'immersion. C'est-à-dire qu'il faut que pour apprendre les langues, on mette les gens en situation. Et le problème, évidemment, c'est que mettre les gens en situation, ça veut dire soit les mettre en contact avec d'autres personnes par correspondance qui sont des locuteurs de la langue maternelle, soit les faire se déplacer vers le pays qui parle cette langue pour qu'ils puissent, à la limite, se débrouiller dans le cadre, par exemple, d'un séjour. Ça coûte de l'argent, ça demande des déplacements, une logistique. Au bout du compte, l'idée, c'est là de faire usage des techniques d'information et de la communication pour permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer d'être mis en situation de façon simulée à l'intérieur d'un espace où on parle la langue cible qui est à apprendre. Et pour cela, donc, il s'agit au fond d'utiliser l'interactivité des jeux en ligne massivement multijoueurs, parce que qu'est-ce que apportent ces situations de jeu? Elles permettent une immersion de l'apprenant dans un univers qui est spatialement orienté, en quelque sorte, où il se déplace, où il a des choses à faire. Elle permet une interaction avec d'autres apprenants ou d'autres joueurs qui sont des locuteurs de la langue cible, donc une interaction avec eux, une communication. Elle permet de réaliser un certain nombre d'activités et donc d'apprendre en faisant. Donc c'est un petit peu cela qu'on utilise dans le concept. Alors le jeu Télème, l'idée c'est en gros, donc nous sommes partis évidemment des compétences que nous avions, donc c'est au départ un jeu pour apprendre le français langue étrangère, puisque c'était la langue pour laquelle nous avions les compétences. En gros, le principe c'est relativement simple, vous êtes immergé dans un espace où si vous voulez survivre, il faut parler français. Donc c'est un environnement immersif qui comporte un système économique. Comme dans la plupart des jeux vidéo massivement multijoueurs, vous achetez des objets, vous produisez des objets que vous pouvez vendre, stocker, etc. Il y a un système de combat, ça c'est un petit peu pour le fun. Vous ne pouvez pas vous passer d'avoir ce côté ludique, d'autant plus que l'idée, c'est de s'adresser à un double public, c'est-à-dire qu'on doit attirer non seulement des apprenants de français, qui eux éventuellement viennent parce que ils ont envie d'apprendre le français, mais vous devez aussi attirer des francophones qui eux, sachant le français, ils n'ont pas de raison de venir dans un jeu d'apprentissage qui est cet objet. Donc ils vont venir parce que l'espace est intéressant en tant que tel. Donc vous voyez qu'on a un objectif sérieux d'apprentissage qui est en toile de fond, mais on doit avoir de façon explicite et à l'avant-scène, en quelque sorte, un objectif de jeu. C'est d'abord un jeu. Donc un système de points également, c'est-à-dire que vous accumulez des points. Alors parmi les points, vous avez des points classiques qui sont ceux de force, de richesse, etc., que vous avez dans tous les jeux. Et bien entendu, le système de points intègre des éléments du système d'apprentissage, c'est-à-dire que vous acquérez aussi des points de connaissance, des points de charisme si vous parlez si vous êtes francophone et que vous parlez avec les non-francophones qui sont repérés